Bienvenue au musée Condé du Château de Chantilly, dans la salle du Jeu de Paume, pour la grande exposition qui est ouverte jusqu'au 4 octobre 2026, consacrée aux collections de Caroline Murat, reine de Naples. Je suis Mathieu Deldic, directeur du musée Condé et co-commissaire de l'exposition. Et je suis Gennaro Toscano, conservateur général à la Bibliothèque nationale de France et co-commissaire de l'exposition. Alors cette exposition est assez exceptionnelle. On peut entrer dans la vie, dans le goût de Caroline Murat, qui est reine de Naples à partir de 1808, qui a épousé Joachim Murat, qui est surtout la petite sœur de l'empereur Napoléon. Et on voit que c'était une reine des arts. On va entrer dans l'exposition, dans ses intérieurs, dans ses collections, avec des grands maîtres de la peinture, Gérard, Ingres, Granet, des grands maîtres de la sculpture comme Canova, mais aussi tous ces paysagistes qui l'ont entourée, ainsi que beaucoup d'antiquités, notamment de Pompéi, qu'elle avait dans ses appartements. Et en fait, cette exposition permet de voir les collections du château de Chantilly, donc du musée Condé, sous un œil nouveau, parce qu'une bonne partie des collections de la reine Caroline Murat, avec des périples invraisemblables, sont arrivées ici. Parce que la reine, à la fin de sa vie, quand elle est obligée de partir de Naples pour l'exil, elle laisse une partie de ses collections et nous le verrons comment et pourquoi ces collections sont arrivées ici au musée Condé. Alors l'introduction de l'exposition consacrée aux collections de Caroline Murat, reine de Naples, présente les personnages, notamment l'héroïne de notre histoire, Caroline, qui est née en 1782, qui est la dernière sœur de Napoléon, qui arrive un peu mal dégrossie en France et qui va bénéficier en quelque sorte de la carrière de son frère, le général Bonaparte. Elle va être élevée à Saint-Germain-en-Laye, éduquée par Madame Campan, donc à la manière de l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, c'est à la manière de l'Ancien Régime qu'elle est ici portraiturée dans ce grand portrait prêté généreusement par le château de Versailles, parce que c'est Madame Vigée-Lebrun, la portraitiste de Marie-Antoinette, qui la représente ici avec sa fille aînée Laetitia. On est en 1807, donc elle est encore en France, elle n'est pas encore reine de Naples, et elle est ici dans tous ses atouts et ses atours impériaux, à la manière de ses portraits du XVIIIe siècle, et c'est une commande destinée à Napoléon qui veut en effet figurer sa famille autour de lui. Juste à côté, eh bien, c'est son époux, Joachim Murat, qui est le fils d'un aubergiste du Quercy, donc de basse extraction, mais qui va avoir une carrière militaire assez fulgurante, qui va aider Bonaparte dans tous ses exploits militaires, la répression d'un certain nombre d'émeutes à Paris, et puis c'est surtout la campagne d'Égypte avec la bataille d'Aboukir qui va le propulser sur le devant de la scène. C'est un formidable cavalier, c'est un général flamboyant qui va être récompensé de tous ses exploits militaires et de sa grande fidélité aussi. Il va aider Bonaparte à devenir premier consul, avoir ce coup d'État de l'an 8, et il est ici portraituré en 1801, justement assez tôt par Gérard, comme un des grands maréchaux d'Empire. Il est là de profil, il porte beau, il est flamboyant, il a cette chevelure de dandy. Il y a un petit mamelouk derrière lui qui évoque la campagne d'Égypte. Il a cet habit chamarré à la hussarde, assez incroyable. Alors c'est un mariage d'amour, parce que Joachim n'a pas le niveau social que Napoléon rêvait pour sa dernière sœur. Ils vont se rencontrer en 1797 et ils vont se marier, pas très loin de Chantilly, d'ailleurs à Mortefontaine, en 1800. Et ils vont devoir attendre avant d'avoir une position, je dirais, politique dans l'empire napoléonien. Alors pourquoi parler de Caroline Murat à Chantilly ? Elle n'a jamais résidé ici, elle n'a jamais visité le château. À vrai dire, durant l'Empire, le château était un peu à l'abandon parce que ses propriétaires, les princes de Condé, étaient en émigration. Ils étaient d'ailleurs les ennemis de Napoléon. Napoléon a même fait fusiller le duc d'Enghien, le dernier rejeton des princes de Condé, en 1804 à Vincennes. En fait, il faut revenir à l'histoire napolitaine et ça va être le fil conducteur de notre exposition. En 1808, Joachim et Caroline deviennent roi et reine de Naples. Ils ont une fabuleuse collection
On va le voir avec Caroline qui est à la manœuvre. Et cette collection va rester en partie à Naples en 1815, lorsque Caroline est poussée à l'exil. Cette collection va être récupérée par la dynastie suivante qui va monter et retrouver en quelque sorte le trône de Naples, c'est les Bourbon-Sicile, et notamment un prince important à Chantilly, c'est Léopold de Bourbon-Sicile, qui est le fils du roi de Naples, et qui va donc arriver à Naples en 1815 et s'installer dans les appartements de la reine qui vient de partir, Caroline Murat, ses appartements de parade, mais aussi ses appartements plus personnels, très bourgeois dans leur décoration, et il va récupérer les collections de Caroline. Il va les récupérer, il va les choyer, en profiter durant toute sa vie, et lorsqu'il meurt en 1851, eh bien, il est très endetté, ses collections sont confisquées justement par les créanciers, et ce prince, Léopold de Bourbon-Sicile, avait une fille unique, qui est Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, qui en 1844 avait épousé Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Le duc d'Aumale, c'est le propriétaire de Chantilly, c'est l'héritier des princes de Condé, riche héritier d'ailleurs, qui va penser d'abord à un tableau de la collection de son beau-père et puis ensuite à toute la collection. Il va la racheter en bloc en 1854 pour très cher et cette collection va donc voyager depuis Naples jusqu'en Angleterre où le duc d'Aumale était en exil et ensuite va passer de l'Angleterre à Chantilly. Et donc c'est les collections de la reine Caroline Murat qui, depuis Naples, vont se retrouver à Chantilly. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Et c'est l'objet et la légitimité de cette exposition ici au Musée Condé. Là, nous sommes dans la section consacrée à la première collection des Murat. La jeune femme, Caroline, elle arrive en France, elle parle pas très bien français, elle parle corse, mais assez vite, elle intègre l'école de Madame Campan à Saint-Germain-en-Laye, le Saint-Cyr du directoire, et là, elle apprend le français, le dessin, la danse, le goût pour la lecture. Disons, elle a une sorte d'initiation aux beaux-arts, parce que son frère veille sur l'éducation de sa petite sœur, c'est la plus jeune des sœurs de Napoléon, et c'est là où elle fréquente Hortense de Beauharnais. Donc elle se marie en 1800 avec Joachim Murat, ce très bel homme dont elle est amoureuse. Et le jeune couple se rend à Florence peu de temps après le mariage, en 1801, et ils sont accueillis par Cacco, ambassadeur, grand collectionneur, un homme extrêmement cultivé qui a joué un rôle majeur dans l'Italie napoléonienne. Et à Florence, au Palais Corsini, où il s'installe, il commence à découvrir les collections. C'est là qu'est né le goût pour les collections. Et elles ont un Cicéron exceptionnel, Cacco, donc qui leur fait visiter les églises de Florence, les galeries, les collections, les anciennes collections des Médicis. Et c'est là où elles rencontrent Fabre, Gauffier. Gauffier, c'était vraiment les dernières années de sa vie, et elle commence à acquérir les premières œuvres. Des contemporains, Gauffier, Ackert, pareil, il avait fui Naples au moment de la Révolution, s'est installé à Florence, et c'est là où elle commence à acquérir des tableaux toscans du XVIe et du XVIIe siècle. Et figurez-vous qu'elle arrive à convaincre Cacco de l'amener à Venise en cachette. Elle se fait passer pour quelqu'un de la famille de Cacco pour visiter Venise. Donc effectivement, très jeune, elle a 20 ans, elle voyage, elle visite Florence et Venise. De retour en France, ils acquièrent l'hôtel de Télusson, le château de Neuilly, le château de Villiers, et c'est là où elle commence à installer les premières collections réunies en Italie, et c'est là où intervient Murat. Murat, c'est difficile de dire s'il avait un véritable goût pour la collection. En tout cas, il a eu des coups de foudre pour des chefs-d'œuvre absolus de l'art, on pourrait qualifier aujourd'hui mondial. À Rome, en 1800, Murat visite l'atelier de plus importants sculpteurs d'Europe de l'époque, Antonio Canova. Dans cet atelier, il découvre les deux groupes d'Amour et Psyché que Canova avait sculptés pour un Anglais qui avait disparu. Donc il se retrouve avec ces deux énormes sculptures et, coup de foudre, Murat les achète. Donc Murat achète ce chef-d'œuvre absolu, l'une des gloires de la carrière de Canova, et fait installer
ces sculptures dans la galerie du château de Villiers. Et en 1802, il organise une réception avec Napoléon. Je pense que Napoléon était déjà, non seulement était jaloux tout le temps de son beau-frère, mais là, le coup de jalousie, parce qu'il avait réuni, donc il y a une soirée au flambeau, et c'est là où Napoléon découvre le génie de Canova, et Canova va devenir le sculpteur napoléonien. Donc c'est vraiment le début de la grande fortune de Canova auprès de Napoléon et auprès de l'impératrice Joséphine. Après cette expérience, en 1805, ils achètent le palais de l'Élysée et ils transforment ce palais, cet hôtel particulier, en palais royal. Ils dépensent plus d'1 million de francs de travaux, de réaménagement de ce palais, et dans ce palais, ils installent leur collection, avec une caractéristique bien précise. Les modernes, donc quelques tableaux contemporains de peintres femmes, Mademoiselle Lorimier, mais les artistes italiens du XVIe et du XVIIe siècle, et les antiques, collection de vases, de sculptures, etc. Mais la collection, elle était entre Neuilly, Villiers et le palais de l'Élysée. Mais l'histoire de la collection est une histoire rocambolesque et aussi dramatique que leur vie, parce qu'il s'agit à chaque fois d'organiser une collection et en même temps de la laisser, de l'abandonner. Donc c'est une histoire de dispersion qui caractérise le mécénat des Murat. Donc lorsque, en 1808, le palais de l'Élysée devient l'un des hauts lieux de la vie mondaine parisienne, bal, réception, elle a toujours aimé ça, la reine Caroline, et à l'époque elle n'était que grand-duchesse de Berg, donc c'est celle qui avait été moins bien gâtée par son frère, mais 1808 arrive la nouvelle, Murat est nommé roi de Naples, même si évidemment il aurait souhaité la couronne d'Espagne, bien sûr, qui échoue à Joseph, Joseph lui-même avait été auparavant roi de Naples, mais très peu de temps, de 1806 à 1808, et donc le couple, ce jeune couple, mais surtout la jeune reine, se retrouve à la tête d'un très vaste royaume, très peuplé, avec une ville qui était une des villes les plus importantes de l'Europe de l'époque. Naples était une étape obligée du Grand Tour, près des villes ensevelies qui venaient de découvrir de Pompéi et d'Herculanum. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre, mais à l'époque, l'engouement pour la redécouverte de ces villes faisait de Naples une étape incontournable, une étape obligée du Grand Tour, et les voyageurs de la terre entière, et surtout à ce moment précis, Rome était une ville française à l'époque, donc Naples, le royaume de Naples ne va devenir jamais français, sous protection bien sûr de la France, mais les provinces du royaume de Naples ne deviendront jamais des départements français. Rome, c'est le département du Tibre, donc Naples reste capitale de ce royaume, et puis à la conquête de la Calabre, ils ont exterminé les brigands, donc il y a un moment de, je dirais pas de paix, mais un petit moment de prospérité, et lorsque ils sont nommés roi et reine de Naples, ils doivent laisser tout à la liste civile. Et donc une bonne partie de la collection réunie par Caroline Murat à l'Élysée et dans les différentes résidences va être acquise par Joséphine, parce qu'évidemment, les antiques, quelques tableaux, où ils restent sur place, ou on les retrouvera à la Malmaison. Pour les collections de l'Élysée, nous avons beaucoup de chance, parce que nous avons des inventaires publiés par Marmottan, Paul Marmottan, le grand spécialiste, donc nous avons pas assez précis, mais disons convenables pour étudier les collections, mais surtout nous avons la chance d'avoir des aquarelles qui représentent la reine. C'est le cas de cette magnifique aquarelle de Lebas qui montre la reine dans son boudoir d'argent qui existe encore aujourd'hui au palais de l'Élysée. Il y a encore des restes de l'Élysée Murat, et donc ici nous avons la chance non seulement d'avoir cette aquarelle qui est
conservé dans une collection particulière et nous remercions le propriétaire de l'avoir prêté, donc de pouvoir montrer au public, mais nous avons aussi une chaise et un fauteuil provenant du Salon d'Argent qui est encore en place à l'Élysée. Et là encore, merci à l'Élysée et merci au Mobilier National de nous avoir permis de présenter ces 2 pièces commandées par Caroline Murat, immortalisées dans l'aquarelle de Lebas. Donc en 1808, Caroline et Joachim deviennent reines et rois de Naples. On est au sud de l'Empire napoléonien. Joachim, qui rêvait d'être roi d'Espagne, finalement a été placé par Napoléon ici au sud de l'Empire, qui est une position stratégique importante, parce que les Anglais menacent, ils soutiennent les Bourbons qui sont en Sicile, et on doit à la fois respecter le blocus continental et protéger les marges sud de l'Empire, tout en envoyant à la Grande Armée des contingents napolitains. Alors pour Joachim et Caroline, ça va être une mission très importante, non pas seulement de protéger l'Empire, mais d'être de véritables rois et reines de Naples. Et ils vont nourrir toute une politique de l'image, du portrait, pour marquer les esprits, assurer leur légitimité et se faire représenter comme les nouveaux souverains régnant dans ce royaume. Justement, autour de moi, on a ces grands portraits qui sont dus notamment à François Gérard, le portraitiste de l'Empire napoléonien et qui travaille depuis Paris, mais qui les représente dans tout leur faste. Commençons par Joachim. C'est la première version, c'est dans une collection privée. On est vraiment ravis de pouvoir la montrer de manière inédite dans une exposition qui montre Joachim en roi de Naples avec la couronne, les régalias, tout l'apparat de cette nouvelle position. Et de l'autre côté, prêté par le château de Fontainebleau, c'est le portrait de Caroline, également là par François Gérard, une commande de Napoléon qui montre aussi l'autre génération, les 4 enfants du couple qui sont prêts à prendre la relève après eux. Et évidemment, Caroline est ici comme une altesse impériale. Joachim est roi grâce finalement aussi à son mariage et à Caroline, et ce portrait le rappelle. Elle est devant le Vésuve, et on verra que c'est un leitmotiv dans toutes les représentations, à la fois de la reine de Naples, mais aussi de son royaume. C'est grâce à cela qu'on reconnaît immédiatement le royaume de Naples. Et puis, elle est entourée de ses 4 enfants. Et dans ce portrait de famille, on a le lien avec Napoléon qui est ici en filigrane. Vous avez notamment l'aîné, Achille, qui porte l'uniforme un peu symbolique de Napoléon, l'uniforme de grenadier. Donc tout de suite, on voit le lien avec l'oncle impérial. Et puis la fille aînée, Laetitia, de l'autre côté, qui regarde sa mère. À son cou, vous pouvez apercevoir la miniature, le portrait en miniature de l'empereur. Et puis tout est assez charmant. Vous avez le petit Lucien qui est comme un Cupidon, la petite Louise qui porte des fleurs. Donc c'est un grand portrait de famille qui montre aussi que c'est un couple qui a fourni des enfants et des princes et des princesses à l'Empire. Et on le signifie dans les portraits. Alors au centre, c'est un portrait exceptionnel qui nous est octroyé de manière inédite par une collection privée très lointaine, et on remercie la maison Christie's de nous avoir facilité ce prêt d'une collection privée. C'est le chef-d'œuvre de Canova. Donc Canova, c'est le grand sculpteur de l'Europe napoléonienne, c'est la superstar des artistes de l'époque. Canova, on l'a dit tout à l'heure, avait été celui qui avait réalisé les 2 groupes d'Amour et Psyché que Joachim avait acquis lorsqu'il était en France, avant d'être roi de Naples, et qu'il avait placé à Villiers. Ces groupes sont restés en France. Eh bien, en 1813, Caroline et Joachim font appel à nouveau à Canova, qui vient à Naples pour les portraiturer, à la manière un peu antique, donc en buste. On a les plâtres du couple royal, mais on ne connaît qu'un seul marbre, c'est celui de Joachim, et il est là. Et il est fabuleux à la fois dans son traitement technique. On a un très faible relief pour le costume, on a quelque chose de très virevoltant pour cette chevelure léonine avec une sorte de mulet incroyable qui est le signe de reconnaissance de Joachim. C'est un chef-d'œuvre de la sculpture néoclassique et il est présenté de manière inédite ici à Chantilly. Et dans la perspective, vous apercevrez, et on en parlera tout à l'heure, eh bien c'est un autre portrait de collection privée. Là aussi, dans une collection très lointaine, eh bien, c'est le portrait de Caroline par Ingres. Donc on a là le plus grand des peintres et le plus grand des sculpteurs pour le roi et la reine de Naples, tous réunis ici à Chantilly.
Le musée Condé est l'endroit idéal pour comprendre, apprécier la collection de Caroline Murat. Parce que dans les collections du musée Condé, nous avons les plus belles vues du Palais Royal de Naples à l'époque des Murat, habité par les Murat. Il s'agit de ces 2 toiles peintes par un artiste autrichien, Josef Rebel, que nous allons retrouver tout au long de cette exposition. Et ces 2 toiles, elles représentent la façade du Palais Royal. C'est une commande de la reine Caroline, mais c'est un document vraiment très important pour comprendre le centre du pouvoir, mais aussi le centre de représentation du couple. C'est un ancien palais qui a été construit au début du XVIIe siècle pour les vice-rois espagnols, lorsque Naples n'était qu'une province espagnole. Puis c'est le palais habité par les Bourbons, au moment où, en 1734, Naples passe sous la domination des Bourbons de Naples, puis l'ennemi de Napoléon, Marie-Caroline d'Autriche, sœur de Marie-Antoinette, qui avait une haine féroce pour Napoléon, et enfin, le palais habité par les Murat. Donc ça, c'est la façade côté place, et c'est un document extrêmement important, parce que vous voyez au premier plan, des décombres. En fait, c'est le seul témoignage qui montre les travaux entrepris par Joseph, mais Joseph ne reste que 2 ans, et continués par Murat pour construire cet immense forum qui s'appelle d'abord Forum Napoléon, puis Forum Murat, et aujourd'hui la Piazza del Plebiscito, qui est le cœur de la Naples encore aujourd'hui. Mais cette façade austère, c'est là où il y avait à l'étage noble les appartements de parade, mais l'autre toile, elle nous permet de rentrer encore plus et encore mieux chez les Murat, parce que vous voyez le côté du palais vers la mer qui donne sur l'Arsenal et d'où on avait une vue exceptionnelle sur le Vésuve et sur la côte de Sorrente. Mais surtout, vous voyez là ce jardin suspendu, cette énorme terrasse que les Murat ont fait construire parce que le climat permettait de passer de l'appartement du roi à l'appartement de la reine à travers l'extérieur, et qui font aménager avec des plantes les plus exotiques, des bustes, etc. Et c'est là où la reine avait aménagé ses appartements plus privés, avec un goût qu'on pourrait dire presque plus bourgeois, mais en même temps, c'est là où elle avait installé le musée de la reine et sa chambre à coucher, sa chambre de parade. Donc, lorsque Caroline Murat arrive à Naples à la fin du mois de septembre 1808, elle est désespérée parce qu'il faut qu'elle monte des centaines de marches pour arriver dans une partie du palais habitable, parce qu'évidemment, les Bourbons, en quittant le palais royal, avaient importé les meubles, les tableaux à Palerme. Donc, en 1806, le palais a été vidé. Joseph, dans les lettres qu'il envoie à son frère Napoléon, lui dit ils ont même importé les plombs des tuyaux et de la plomberie, il n'y a plus rien dans ce palais. Et vers 1807, Joseph commence à remeubler le palais royal. Il fait transférer tous les tableaux Farnèse et autres qui appartenaient aux Bourbons de Rome à Naples. Et il meuble, il commence à meubler le palais. Donc lorsque Caroline Murat arrive dans le palais royal de Naples, il y a déjà dans les appartements de représentation des magnifiques tableaux de Carache, Guerchin, Mattea Preti, Salvatore Rosa, évidemment d'autres attribués à Raphaël, etc. En tout cas, il y avait des chefs-d'œuvre, Farnèse et Bourbon, qui avaient été aménagés. Donc, elle prend goût et retrouve cette peinture qu'elle connaissait déjà, qu'elle avait vue lors de son voyage et séjour à Florence, et puis elle y installe les tableaux que nous venons de voir, le portrait de Gérard de Murat, son portrait d'elle comme reine de la baie de Naples, bref, les portraits de famille, le portrait de Napoléon, le portrait de Madame Mère, mais ces portraits n'étaient pas réunis dans une seule salle, ils étaient avec les tableaux des maîtres, des grands maîtres du XVIe et du XVIIe siècle. Et après ces appartements de parade, elle fait aménager
des appartements, je dirais, plus privés, qui avaient vue sur la mer, sur la baie, sur le Vésuve et sur la presqu'île de Sorrente. Et là, nous avons la chance d'avoir une autre aquarelle qui nous permet de pénétrer dans la vie intime de la reine. Nous avons les descriptions, quelques inventaires, mais nous avons aussi des photos instantanées de cette vie. Et là, vous voyez la reine de dos qui surveille les enfants qui jouent sur la terrasse. Ça, c'est son grand cabinet d'angle au Palais Royal de Naples. Et sur le fond, vous avez une vue de la presqu'île de Sorrente. Et à droite, on comprend aisément qu'il s'agit d'un tableau de Corrège, qu'on connaît, qui représente l'éducation de l'amour, un tableau que Murat a récupéré, cadeau de Godoy, volé, pillé, on ne sait pas, en tout cas, il le récupère en Espagne, au moment dramatique de son expédition à Madrid, et un tableau que la reine, après, est obligée de vendre en 1822, et qui, aujourd'hui, est conservé à la National Gallery de Londres. Donc, une petite miniature, c'est une aquarelle vraiment en miniature, mais qui nous dit plein de choses sur les aménagements des appartements de la reine dans les années 1812-1813. On entre encore plus dans l'intimité de la reine de Naples avec cette aquarelle présentée pour la première fois dans une exposition. Elle est assez incroyable parce que c'est la chambre de parade de Caroline Murat, où finalement toute son ambition de mécène est résumée, ce syncrétisme entre l'antique, la peinture moderne, des arts au service de la politique et d'une véritable politique culturelle sont ici mises en scène. C'est une chambre d'apparat, il n'y dormait pas forcément, mais c'est toutes ces ambitions de commanditaire qui sont ici résumées. Alors, son lit est au centre, avec le C de Caroline, avec les 4 colonnes d'Herculanum, justement, c'est la légitimité, la continuité depuis l'Antiquité qui est ici à l'œuvre. Et autour de ce lit, eh bien, vous avez les antiques non seulement de Pompéi, mais de tout le royaume de Naples qui sont ici mises en scène. Et c'est une chambre qui va en quelque sorte faire écho au musée de la Reine, qui n'est pas très loin, où elle va organiser ses antiques pour mettre en valeur son royaume et catégoriser de manière quasiment scientifique, avec un conservateur, Charles Soisson, cette collection. Alors, quand on a découvert cette aquarelle, on était assez stupéfait parce qu'elle correspondait parfaitement aux descriptions, une sorte de petit inventaire qui a été édité dans le catalogue aux éditions In Fine, que je vous invite à découvrir. Et on voit notamment, de part et d'autre du lit, 2 tables de toilette qui sont en fait des autels sculptés antiques, qui sont aujourd'hui au musée Condé, que nous présentons dans l'exposition. Ils sont représentés de part et d'autre dans l'aquarelle, donc elles s'en servaient, c'était vraiment à son chevet. En dessous, on devine un peu des mosaïques antiques qui servaient de pavement, qui pouvaient servir aussi de plateau pour des tables, des consoles. Et bien ici, ce que vous voyez là, eh bien c'est une des mosaïques antiques du musée Condé, c'est l'enlèvement d'Europe. Donc là aussi, les relations avec Chantilly sont très étroites. Et puis, sur la cheminée, sur les tables et les commodes, qu'est-ce que vous apercevez? Eh bien, ce sont les antiques, là aussi, qui sont aujourd'hui au musée Condé, des petites statuettes de Bacchus, de Diane, de Cérès, que nous avons restaurées pour l'occasion grâce aux amis du musée Condé. Donc, elle met en scène son royaume et la longue histoire de son royaume, l'antiquité de son royaume autour d'elle dans son lit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la peinture moderne qui accompagne ces antiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas une frontière entre chacune de ces catégories, c'est que tout cela sert un discours politique, mais aussi un goût très éclectique de la reine. Vous avez à la fois des peintures de Dunois, notamment qui évoquent le grand-duché de Berg, c'est-à-dire sa position précédente avant d'être reine de Naples, et puis d'autres vues, notamment de Naples, par Dunois et surtout Denis, Simon Denis, qui est un peintre flamand qui était déjà précédemment à Naples, avant Caroline, qui travaillait pour Joseph. On a notamment ici un Denis qu'on n'a jamais vu dans une exposition, que le duc d'Aumale avait racheté et qu'il a ensuite vendu. On le retrouve ici dans l'exposition de Chantilly. Et surtout, le grand Simon Denis, le plus grand tableau du musée Condé, qui n'était pas dans la chambre, mais qui était dans les collections de Caroline Murat. C'est un formidable panorama de Naples depuis Capodimonte,
On est ébloui par la lumière, tout comme Caroline avait été éblouie par la baie de Naples en la découvrant. C'était pour elle la terre promise, dit-elle à sa belle-sœur. Et ce Denis a été restauré grâce aux amis du musée Condé et à Alice Goldet. Il était vraiment perdu sous les vernis jaunes, assez obscurs. Et là, on découvre une lumière très subtile et on découvre surtout une topographie très précise qui va être très utile aux historiens de Naples. Cet urbanisme que Joseph avait commencé à réaménager et que Caroline et Joachim vont aussi continuer avec le chemin Napoléon, avec toutes ces grottes, ces carrières surplombant Naples. Et puis cette vie pittoresque, évidemment, les troupeaux de vaches, mais surtout le peuple de Naples qui commence à intéresser les artistes, notamment ici Simon Denis, cet artiste flamand paysagiste qui va être un peu le grand ancêtre des paysagistes de la Reine, une nouvelle génération qui va travailler pour elle. Alors nous sommes ici devant ce chef-d'œuvre d'Ingres, c'est le portrait de Caroline Murat, peint à Naples et achevé à Rome en 1814. Nous l'avons choisi comme image de notre exposition, c'est l'affiche, c'est la couverture du catalogue, mais parce que c'est un peu le résumé de la politique, si on peut parler de politique culturelle de la Reine, un peu les artistes qu'elle préfère, parce que à la fois c'est un portrait intime, c'est un portrait à l'intérieur toujours de son salon d'angle que nous avons vu dans l'aquarelle de Clarac. Elle est debout, mais elle tient un petit livre. Ce n'est pas un livre d'apparat, c'est un livre qu'elle est en train de lire. Et la Reine avait une passion pour la lecture. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque résidence, à Naples, à Portici, à Caserte, il y avait des collections de livres. Et nous avons les inventaires de ces collections de livres. Donc une reine lectrice de la littérature contemporaine et un peu aussi de littérature ancienne. Et puis, cette vue exceptionnelle sur la baie de Naples, rarement Ingres a atteint des niveaux de cette clarté, luminosité dans le rendu du paysage. Et aussi, l'histoire de ce portrait est exceptionnel et il résume un peu aussi l'histoire de la dispersion des collections de la Reine. L'artiste, donc, fait partie de cette jeune génération d'artistes qui travaillent au service de la Reine. Nous avons évoqué le peintre flamand Denis, c'est un vieillard qu'elle trouve à Naples, mais lorsqu'elle arrive à Naples, les premières années, elle n'a pas trop le temps de s'occuper des affaires culturelles, trop de voyages entre Naples, Paris, Munich en 1810 pour aller chercher sa future belle-sœur, l'archiduchesse Marie-Louise, mais de 1812 à 1815, elle est régente, donc elle a le pouvoir, mais aussi c'est là où elle peut s'affirmer comme reine des arts. Et elle n'a que 30 ans, c'est une jeune reine, et elle s'entoure de jeunes artistes. Ingres, Granet, Le Mal, Roland, Forbin, ils sont tous nés dans les mêmes années, ils sont tous des trentenaires, et cette reine, c'est un peu leur espoir. Ils voient en elle la personne qui permettra d'épanouir les arts, de trouver des commandes. Ingres se rend à Naples au printemps 1814, il y va pour peindre le portrait de la reine, pour peindre aussi un portrait de famille, parce qu'auparavant, la reine avait demandé à Ingres des tableaux d'histoire, des tableaux à sujet historique, qu'aujourd'hui on appelle troubadour, mais pour elle, c'était des tableaux d'histoire. Ici, nous avons le Paolo et Francesca, les malheureux amants que nous retrouvons dans le chant 5 de la Divine Comédie de Dante Alighieri, auteur que la reine appréciait particulièrement. Il y avait la Divine Comédie dans sa bibliothèque privée. En 1813, Dante est traduit en français, donc peut-être elle peut lire, parce que Dante, c'est un peu complexe, comprendre l'italien, le toscan de Dante, mais il est traduit en français dans une très belle traduction, très accessible, et dans cette même année, il y a une sorte de folie dantesque à Paris. Ingres peint ce tableau pour la reine, Coupin de la Couperie
peint les amours funestes de Paolo et Francesca acquis par Joséphine, une sorte de concurrence entre les deux belles-sœurs sur ce thème de cet amour dramatique. Donc Ingres arrive, Caroline lui demande ces deux tableaux d'histoire, Paolo et Francesca et les fiançailles de Raphaël, la nièce du cardinal Bibbiena, mais qui ont été vendus et sont aujourd'hui à Baltimore, et il se rend à Naples pour le portrait de famille, portrait jamais réalisé, mais dont nous possédons toute une série de dessins préparatoires et surtout peindre. Un portrait intime, un portrait privé, ce n'est pas un portrait officiel par sa taille, mais l'histoire est vraiment émouvante. Donc le tableau est livré, mais la reine le laisse à Naples. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment apprécié ce tableau, parce qu'on sait à travers les lettres qu'elle demande à Ingres de repeindre 3 fois le visage. Elle était assez capricieuse. Elle aura les mêmes histoires avec Canova. Canova, elle n'est pas contente de son buste, elle demande à Canova de le reprendre, de le perfectionner. Donc le tableau est laissé au Palais Royal de Naples. On ne sait pas comment il sort. Peut-être, bien sûr, à l'arrivée des Bourbons, tous les tableaux français sont mis dans les réserves du Palais Royal de Portici. Tous les tableaux de Napoléon, Madame Mère et tout ça, c'est caché. Probablement, ce tableau a subi le même sort. Et puis, on le retrouve tout à fait par hasard dans les Pouilles vers le milieu du XIXe siècle. Et il disparaît de la circulation, mais on avait les lettres et surtout on avait des dizaines de dessins préparatoires parce que, comme je disais tout à l'heure, la méticulosité du paysage l'a rendu, cette lumière cristalline, limpide du paysage est un peu rare et unique dans la production d'Ingres. Et il y a tous les dessins préparatoires au musée de Montauban où Ingres a noté tous les tons, les couleurs, etc. Et donc on connaissait tout du tableau, on avait les sources littéraires, on avait les dessins préparatoires et il manquait le tableau. Et par chance, le plus grand spécialiste d'Ingres, surtout des portraits d'Ingres, Naef, a retrouvé ce tableau dans les années 90 et il a étudié, il a fait la couverture d'un numéro de la Revue de l'Art et puis avec sa signature, donc ce tableau exceptionnel dans une collection particulière aux États-Unis. Et bon, nous remercions les propriétaires d'avoir donné la possibilité d'apprécier ce tableau qui a été dévoilé pour la première fois à la grande exposition monographique de Londres et les États-Unis sur les portraits d'Ingres dans les années 95-96. Et là, on peut le revoir ici. Entre Ingres et la reine de Naples, c'est une sorte d'histoire d'amour, parce qu'effectivement, Ingres espérait de trouver dans les Murat des nouveaux mécènes, parce qu'à l'époque, il vivait de petites esquisses, des petits portraits dessinés qu'il réalisait pour les Français de Rome ou pour les touristes de passage. Il pensait que cette reine des arts pouvait être effectivement une mécène importante pour lui. Et Caroline Murat, à cette occasion, demande à Ingres un tableau célébrissime, mais dont la plupart ignorent que c'est une commande de la reine de Naples, qu'il a été peint à Rome et qu'il a été livré au Palais Royal de Naples. Il s'agit de la Grande Odalisque, l'un des tableaux les plus célèbres d'Ingres, aujourd'hui exposé au Palais du Louvre. Donc la reine demande à Ingres la Grande Odalisque, donc cette femme nue allongée au bord d'un bassin, et une femme nue de dos. Cette odalisque, parce qu'odalisque c'est un nom qu'on lui a donné après, mais donc cette femme nue de dos devait être un pendant d'un autre nu d'Ingres, d'une femme allongée de face, que Murat avait acheté, là aussi coup de foudre, comme pour Canova. Murat achète en 1809 à Rome ce tableau il ne savait pas qui c'était Ingres, hein, c'est sûr, mais il y a cette exposition au Capitole, il est séduit par ce tableau, par cette femme nue vue de face, et il l'achète. Ce tableau a malheureusement disparu, on le connaît à travers des dessins préparatoires, on l'appelle la dormeuse
de Naples, qui a donné vie à une énorme littérature. Donc cette dormeuse de Naples disparue, mais Caroline veut faire un cadeau à son mari, donc lui demande à Ingres la grande odalisque, évoquée ici par une réplique à miniature, parce que bien sûr, la grande odalisque ne sort pas du Louvre. Or, la grande odalisque a été peinte à Rome, à la demande de Caroline Murat, et au départ de la reine de Naples, le tableau reste sur place, elle n'emporte pas, mais aussi parce qu'elle n'avait pas payé. Et donc Ingres arrive à récupérer le tableau, après 40 000 lettres de plainte entre lui, l'ambassadeur, etc., à la Restauration, au retour des Bourbons, il récupère le tableau, et après, l'histoire est plus connue, le tableau revient en France, il est exposé au salon, c'est un échec, il est désespéré, puis l'acquisition par le comte de Pourtalès, et enfin, l'arrivée au Louvre. La grande odalisque est reproduite sur tous les mugs, les coussins, tous les produits dérivés du musée du Louvre, mais combien de touristes qui visitent le Louvre et regardent ce tableau savent qu'il vient d'un contexte très loin, qu'il s'agit d'une commande de la reine de Naples. Et Ingres est désespéré. Donc il a réalisé des tableaux, il a engagé, comme on dirait aujourd'hui, des frais. Donc il vient de se marier, il va être père de famille, donc il est vraiment désespéré. Et on le sait aussi parce que la reine avait un homme de confiance qui était le conservateur de ses collections, mais qui était aussi une sorte de régisseur. Et ça aussi, c'est extrêmement moderne. C'est vraiment quelqu'un, Caroline, qui avait une vision moderne, si on peut dire, si on utilise le mot. Mais en tout cas, c'était une reine organisée. C'est-à-dire, elle avait un sens précis de l'organisation de ses collections. Donc, elle avait un régisseur, mais bien sûr, il ne s'appelait pas régisseur. Il signait le conservateur du musée de la reine, donc qui était le conservateur de sa collection particulière d'antiques, mais aussi qui gérait tous les allers et retours des tableaux dans les palais. C'est lui qui suivait la restauration des tableaux, qui réceptionnait les tableaux d'Ingres, Granet, etc. Et là, à l'occasion de cette exposition, nous avons eu la chance d'avoir retrouvé, donc on le connaît, il s'appelle Charles Soisson, parce que c'est lui qui signe, la reine ne s'occupe pas des commandes, c'est lui qui s'occupe des commandes et qui signe les lettres aux artistes de la reine. Ce monsieur qui s'appelle Charles Soisson, donc on le connaissait très bien à travers les documents, mais aujourd'hui on peut mettre un visage à ce monsieur parce que nous exposons pour la première fois son portrait. Et ce portrait, non seulement il est émouvant parce qu'il donne un visage à ce personnage, mais aussi parce que c'est un document exceptionnel pour l'histoire de l'art, parce qu'il s'inspire du portrait d'Ingres de Caroline Murat. Le conservateur de la reine est représenté debout, avec la main sur un livre. C'est exactement la même table qu'Ingres a peint pour la reine, c'est exactement le même tapis que nous retrouvons dans les deux portraits. Or, celui-ci, le portrait de la reine, est daté de Rome 1814. Le portrait de son conservateur est daté de 1815. Il a été peint par un petit peintre, le mâle, qui travaille à l'époque pour elle, mais 1815, ça veut dire avant la chute des Murat, avant le départ de Caroline, le 25 mai 1815. Donc, vous voyez, le temps, fin 1814, début 1815, et donc c'est pour ça que nous avons voulu que ces deux personnages puissent dialoguer dans l'espace de cette exposition. Donc vous l'avez compris, la reine aime l'antique, elle favorise les fouilles, elle édicte des règlements d'ailleurs pour les fouilles à Pompéi, à Herculanum, elle est entourée d'antiques dans son musée personnel, dans ses appartements, et elle aime la peinture moderne. Elle ne fait pas seulement appel à Ingres, fait appel à d'autres artistes français, notamment présents en Italie. Et derrière moi, justement, on a une réunion exceptionnelle. Ce sont les 4 tableaux de Granet, toujours survivants, je dirais, parmi la dizaine qu'elle a commandée, qui appartenaient à ses collections. C'est une réunion inédite et merci aux prêteurs qui nous ont fait confiance, le musée de Capodimonte, le Palais Royal de Naples, la préfecture de Naples, qui nous permet d'avoir ce mur où on voit ce goût très précis de la reine pour la peinture d'histoire, pour ces histoires de la Rome
non seulement antique, mais chrétienne ici, avec Saint Sébastien, après son martyre, qui est recueilli par un certain nombre de femmes ici. On a les histoires du Moyen-Âge, on a vu ça avec Ingres et Paolo et Francesca. C'est le cas avec également Granet, avec les captifs ici qui sont délivrés par les pères trinitaires. Un tableau d'ailleurs assez incroyable, parce que non seulement il est peint à Rome par Granet, Granet n'aime pas Naples, il reste à Rome et il envoie ses tableaux à la reine, mais ce tableau est verni sur place à Naples par Ingres. Donc c'est assez symboliquement intéressant et même techniquement d'avoir ces deux grands maîtres qui ont participé à ce tableau. Et puis des processions religieuses, la Rome chrétienne du Moyen-Âge et d'après intéresse ces artistes et intéresse la reine. Autour d'elle, il y a tout un cénacle, un aéropage de maîtres plus ou moins importants, beaucoup français, mais pas que, qui l'entourent. On a parlé de Lemale, qui a un rôle très important autour d'elle et qui va aussi peindre des scènes littéraires, des scènes historiques. On a aussi Auguste de Forbin, qui, un peu dans la veine de Granet, va représenter des scènes du Moyen-Âge. Donc c'est ce goût qu'on va appeler troubadour, ensuite, qui était partagé par Caroline Murat, mais aussi par Joséphine. Donc finalement, les commanditaires les plus à la pointe du goût sous l'Empire napoléonien. Et puis on a Benjamin Rolland, qui est proche de la reine et du roi, qui s'occupe en partie aussi des enfants. Il y en a un superbe portrait de ce petit maître par le grand Girodet, qui nous est généreusement prêté par le musée de Grenoble et qui nous permet vraiment aussi de rentrer dans tout ce cénacle artistique qui entoure la reine de Naples. Alors juste à côté de moi ici, nous avons ce grand tableau que les visiteurs habituels du musée Condé connaissent bien, mais d'habitude il est très haut dans la galerie de peinture. C'est un Gérard, un grand tableau d'histoire. On connaît Gérard et on l'a vu dans l'exposition comme l'immense portraitiste de l'Empire. C'est aussi quelqu'un qui s'est piqué du genre le plus noble, c'est-à-dire la peinture d'histoire, notamment ici avec un tableau présenté au Salon pour 1806 et qui est justement livré dans ces années 1808. Alors est-ce que c'est avant ou après le départ à Naples? En tout cas, ce tableau est au Palais Royal de Naples et c'est ainsi qu'il se retrouve ensuite via les Bourbons-Sicile dans les collections du duc d'Aumale et parmi les chefs-d'œuvre de la peinture d'histoire du XIXe siècle au musée Condé. Alors, grâce à l'exposition, on peut l'admirer de près et voir cette scène allégorique avec la femme qui est au centre de ce groupe allégorique des trois âges de l'homme, justement, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, avec la femme, donc peut-être Caroline elle-même, qui est sans doute la commanditaire de ce tableau, au centre du cycle de la vie et comme soutien de l'homme durant ces trois âges. Alors, le tout dans un paysage qu'on a décrit à l'époque comme étant digne de Poussin ou de Claude Lorrain, donc un paysage d'inspiration classique. Et puis on voit ici un Gérard qui est un immense coloriste, qui aussi a ce côté très charnel, encore très très perceptible. Il y a aussi quelques critiques, ce personnage ici est dans un équilibre instable. On ne sait pas exactement s'il est en train de s'asseoir, de se lever, mais ce grand tableau d'histoire était à Naples, dans les appartements de Joachim et Caroline. Et on peut ici voir toute l'ambition de cette commande artistique. Ce n'est pas seulement des petits tableaux ou des tableaux de moyen format, on a aussi des grands tableaux de salons parisiens, parce que évidemment le lien avec Rome est important, on l'a vu avec Granet, mais aussi avec Paris. On se confronte au meilleur de l'Empire, au meilleur de ce que l'Empire napoléonien peut produire comme œuvre d'art, et c'est le cas ici avec ce chef-d'œuvre du musée Condé. Donc si on doit donner des caractéristiques de la collection de la reine de Naples, bien sûr, il y avait les portraits officiels, quelques grands tableaux comme les trois âges de Gérard, et surtout, elle avait une grande passion pour la peinture d'histoire, qu'on appelle parfois troubadour, mais disons pour les tableaux à sujet historique, et pour la peinture de paysages. C'est impressionnant le nombre de paysages répertoriés dans les inventaires, dans les descriptions du palais. En fait, dès qu'elle arrive à Naples, elle est séduite par la beauté du site, de la ville. Elle est fascinée que cette terre soit la terre d'Horace, de Virgile. C'est son éducation aussi littéraire. Virgile était enterré à Naples. Horace était né
dans le royaume, à Venosa. Donc ça l'a fasciné, cette notion, et d'ailleurs, lorsqu'elle écrit à sa belle-sœur, elle parle beaucoup de la beauté du site, etc. Et puis, elle fait réaliser un nombre impressionnant de vues. C'est une façon aussi de s'approprier de son nouveau royaume, vues qu'elle accrochait dans ses appartements. Il y en avait même, bien sûr, dans son musée, dans sa chambre, dans son cabinet de toilette, il y avait des vues de Naples et du royaume. Et puis, elle les envoyait en France pour faire connaître les beautés de son royaume. Et pas uniquement la ville, mais aussi les sites de la région, de la baie de Naples, de la région, de la côte amalfitaine, etc. Donc elle a, grosso modo, 2 artistes à son service. Dunuy, un artiste français d'une autre génération, plus âgé, mais qui avait travaillé pour le couple Murat lorsqu'ils étaient grand-duc et grand-duchesse de Bergue. Puis Caroline le retrouve à Paris en 1810. Elle lui demande de la suivre et Dunuy, avec son épouse, passe 5 ans à la cour de Caroline et lui aussi, il immortalise toute une série de paysages de la reine. Mais Dunuy était français. Comme vous l'avez bien compris, nous avons parlé beaucoup d'artistes français. Les élèves de David, Dingue, Granet, Lemal, Roland, etc. Et Dunuy, français. Le seul artiste étranger qui trouva grâce aux yeux de Caroline Murat est un jeune homme, un jeune paysagiste, Josef Rebel, autrichien, formé à l'Académie de Vienne, qui est à Rome. Rome est le centre important de l'Italie napoléonienne. C'est là où il y a une sorte d'effervescence entre trafic illicite de biens, peintres, commandes, etc. Et ce jeune homme est présenté à la reine, qui était à la quête de peintres de paysages. Elle est présentée à la reine par un vieillard, le vieillard le plus connu de la Naples entre XVIIIe et XIXe siècle, l'archevêque de Tarente, Giuseppe Capecelatro. Capecelatro est un personnage vraiment très important, aujourd'hui pas très connu, mais qui mériterait une grande exposition. Ce monsieur, c'était cet archevêque cultivé, raffiné, collectionneur, était le point de repère de la Naples des Hamilton, donc de la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais comme il vit très longtemps, il devient aussi le mentor, le Cicéron. Il se passionne pour cette jeune reine, cette jolie jeune reine, et c'est lui qui lui fait découvrir les antiques, la baie. Il est le véritable mentor de la reine. Et donc c'est lui qui lui présente ce jeune Rebel, qui est lui seul capable d'immortaliser l'ensemble des palais, des sites de la baie de Naples. Et le château de Chantilly conserve 10 toiles de Rebel peintes pour la reine de Naples. Et là, nous avons l'un des sites préférés de la reine, c'est une vue du Granatello, qui était le port de Portici, là où il y avait le palais royal avec le Vésuve fumant. Et c'est un document extrêmement précieux parce que nous avons une vue du pavillon pour les bains de mer que la reine se fait édifier à Portici. Là aussi, c'est révolutionnaire. Non seulement une reine, mais une femme qui se baigne. Évidemment, le bain de mer n'était pas très courant à l'époque, surtout pour les femmes. Et donc là, elle se fait construire ce lieu privé pour elle, qui existe encore aujourd'hui en ruine. Et puis, ce peintre, donc, il réalise toute une série de tableaux de la baie, du palais royal de Portici, de la vue de Naples, etc. Et cette exposition permet aussi de comprendre la méthode de l'artiste. Il travaillait sur place, où il réalisait à travers la chambre claire des vues dessinées qu'il achevait à l'huile par la suite, et puis qu'il le transformait, il le reproduisait en toile pour la reine. Et à la chute des Murat, il repart à Rome avec son portefeuille de vues du royaume sur papier. Évidemment, les toiles étaient restées à Naples. En partant en 1815, elle n'a pas le temps de s'occuper des Rebel, donc elle les laisse sur place. C'est pour cette raison qu'ils sont à Chantilly. Mais Rebel, lui, il rentre à Rome avec son portefeuille de vues
de Naples et de son royaume, et il reproduit ces tableaux, il fait d'autres versions pour ces tableaux, et ces tableaux séduisent l'empereur d'Autriche. Donc l'empereur d'Autriche lui commande des tableaux représentant des vues de Naples, mais peut-être sans savoir que les premières versions étaient destinées à la reine de Naples, donc la belle-sœur de sa fille, et ici c'est vraiment exceptionnel, on ne le verra plus jamais, parce qu'après l'Expo, cette vue du Vésuve avec le port du Granatello va retrouver la chambre de Naples dans le cabinet graphique, et là vous avez la vue réalisée un peu plus tard pour l'empereur d'Autriche, conservée au Belvédère de Vienne. Et Rebel, grâce à ces vues, il a une clientèle de premier plan. Bien sûr, Rebel réalise aussi des toiles pour Marie-Louise, et les toiles sont à Parme, parce qu'après Marie-Louise devient duchesse de Parme, et il réalise une série, il n'y a que des répliques, en fait il ne peut plus inventer, il est loin de la source d'inspiration, donc tout le reste de sa vie, il réalise des répliques à partir des skisses napolitaines pour la reine de Naples, et là vous voyez cette version plus grande, un peu plus sèche, et c'est cette peinture, comme je disais tout à l'heure, limpide, naturaliste, où vraiment la lumière éclaire les monuments, le paysage, qui fera la fortune de ce peintre. Et c'est cette peinture que Caroline Murat a vraiment promue. Donc on peut dire que cette reine des arts a été à l'origine de cette nouvelle peinture qui va bouleverser la peinture napolitaine de paysage de l'époque, qui était ancrée à une tradition du XVIIIe siècle, du XVIIIe finissant. Donc là, on passe vers une autre période, cette période qui est à la fois limpide, lumineuse, mais aussi pré-romantique, comme nous le verrons dans les tableaux que Rebel réalise loin de Naples à la fin de sa carrière. Et Rebel doit tout à la reine, parce que grâce à ces tableaux, il plaît à l'aristocratie autrichienne et à l'empereur, et il est nommé conservateur de la galerie impériale du Belvédère à Vienne. C'est lui qui réorganise toute la collection impériale dans le Belvédère, qui existe encore aujourd'hui, et à sa mort, l'empereur achète quasiment la totalité de la production de Rebel, qui est au Belvédère, bien sûr, qui est très très peu exposée, parce que ce n'est pas un peintre à la mode. Et donc aujourd'hui, cette exposition aussi a permis de faire le point sur cet artiste qui n'est pas présent dans les collections françaises, sauf à Chantilly. Donc les deux noyaux principaux de la production de ce grand védutiste sont au château de Chantilly et au Belvédère à Vienne. En guise d'épilogue, on revient à Napoléon avec une relique impériale assez exceptionnelle que nous avons redécouverte et en tout cas authentifiée à l'occasion de la préparation de cette exposition. Ce chapeau de Napoléon qui est ici, qui depuis des décennies est dans les réserves du musée Condé, était inconnu des spécialistes. Lorsque nous avons réinterrogé ces spécialistes et toutes les archives, les documents qui accompagnent ce chapeau, lorsqu'on l'a restauré aussi grâce à de généreux mécènes, on a pu voir d'une part qu'il est authentique, toutes ses composantes sont véritablement conservées, et surtout que ce chapeau, en fait, est l'un des 4 chapeaux que Napoléon a importés à Sainte-Hélène lors de son exil, et surtout que c'est celui qui est dans son testament. C'est le chapeau que Napoléon avait destiné à sa mort en 1821 à son fils, l'Aiglon, le roi de Rome, qui était à ce moment-là à Vienne, après la chute de Napoléon, après Waterloo. Ce chapeau n'a pas été envoyé à Vienne parce que les Autrichiens ont refusé cela. Il est rentré dans la famille Bonaparte, auprès de Madame Mère, et il y a eu un tirage au sort. Et devinez qui a tiré au sort ce chapeau, ce lot? Eh bien, c'est Caroline Murat, on la retrouve, comme finalement détentrice, dépositaire de ce chapeau si symbolique, chargé de toute l'épopée et de tous les messages, l'ambition napoléonienne. Caroline va ensuite
le donner à son intendant, et c'est passé ensuite par la descendance de l'intendant, et la descendance l'a vendu au peintre Jean-Léon Gérôme. Et là, on se rapproche de Chantilly, parce que Jean-Léon Gérôme est proche du duc d'Aumale. Il a peint un tableau pour lui, il va ensuite dessiner sa statue équestre, et à sa mort en 1904, Jérôme lègue ce chapeau à l'Institut et au musée Condé, propriété de l'Institut de France. Ce chapeau fait polémique à ce moment-là, en 1904, parce que c'est le chapeau de l'assassin du duc d'Enghien, du dernier prince de Condé. Donc le musée Condé peut-il exposer le chapeau de l'assassin du dernier Condé? Eh bien, il est un peu exposé, et puis surtout, il est très vite mis en réserve. En fait, il passe inaperçu de toutes les études et des spécialistes. Donc on a pu, grâce à la restauration, grâce à l'expertise notamment de Jean-Guillaume Paric du musée de l'Armée, on a pu donc remettre tout cela en ordre et voir qu'il s'agit ici d'un des plus, si ce n'est le plus important chapeau de Napoléon, et c'est Caroline Murat qu'il a eu entre les mains. Donc vous avez vu ce lien finalement de famille qu'on voit ici, qu'on a vu dans toute l'exposition, mais c'est surtout une ambition qui est finalement assez semblable chez le frère et la sœur. Napoléon a été l'empereur des armes et Caroline a été la reine des arts. Et c'est en tout cas ce qu'on a essayé de démontrer, une exposition qui, vous l'avez vu, est assez exceptionnelle et qui a été permise par de nombreux prêteurs, de nombreux collègues, auteurs, conservateurs, historiens qui ont travaillé pendant des années, voire des décennies parfois, et que vous pouvez retrouver dans le catalogue. Et puis beaucoup de mécènes qui nous ont accompagnés, que je remercie vraiment chaleureusement, ainsi que de grands partenaires, notamment l'ambassade d'Italie en France et l'ambassade de France en Italie, l'Institut culturel italien, mais aussi le château de Fontainebleau et évidemment la Bibliothèque nationale de France. Et je remercie Gennaro Toscano, co-commissaire de l'exposition et puis grand représentant de cette noble institution pour son concours décisif dans le co-commissariat de cet événement que vous avez compris, il est assez exceptionnel. Donc venez le découvrir ici, au Jeu de Paume du Château de Chantilly.